L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Et c'est comme ça que vous aimez cette émission, évidemment, les grandes gueules à retrouver également sur Espace TV tous les soirs, juste dans la deuxième partie de soirée, donc à 22h40, avec juste après le journal de Moussa Moïse Sila. Je vais m'intéresser un petit peu à vos messages un peu plus tard dans cette émission. On part maintenant du côté de Kaporo Rai, de possibles ennuis pour le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie. Vous nous apprenez ça ce matin, mon cher Tamba. Allez-y, Jacques, pardon. Bon, je voudrais plutôt, si vous permettez, que je revienne sur le sujet précédent, l'occupation. Allez-y, oui, voilà, ça, vous les la mangrove. On sait qui c'est désormais. Ouais, Qui c'est C'est un ancien de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je connais pas trop son nom, mais je crois qu'il a travaillé à la Caisse nationale de Mais sécurité sociale. vous ne me dites rien ce matin, les gars. Mais allons-y, Ben c'est oui, petit à petit. c'est pas une on émission aura- à devinette quand même. on aura le nom. Ben, allez-y, Jacques. D'accord. Donc, C'est qui, Moussa? Non mais Jacques a la parole là. Allez-y. d'accord. Moi, je voudrais m'intéresser à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, parce que Oui. il y a juste quelques jours, nous étions en train de parler du littoral sud là, de Conakry. Donc, la RTG et nous avions produit des magazines, des magazines grand format où nous avons vu tous les acteurs. Oui. Et nous avons vu sur le terrain, en tout cas, 3 ministres qui étaient directement concernés, parce qu'en parlant de l'occupation de la mangrove là, vous trouvez non seulement le ministre de l'environnement, celui de la pêche, mais également le ministre de la ville. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ces 2 magazines ont été diffusés sur les 2 chaînes, on a vu les 2 ministres se transporter sur le terrain. Justement, Oye comme par Guilaboudi magie, hein. et monsieur André Loy, et donc Frédéric Loy. Et quand ils ont été sur le terrain, ils ont annoncé qu'il y aurait eu des déguerpissements. C'est que nous sommes allés après, c'est cela l'étonnement, on trouve que les bâtiments qui sont déjà à Kinsiport sont toujours sur place. Et là, finalement, on a compris que soit le ministre de la Ville n'a pas été véritablement associé, ou il n'est pas pour tout simplement la récupération de ce domaine. Et ça a des conséquences immédiates, au-delà de ce que nous sommes en train de penser pour le futur. Il y a déjà des pêcheurs qui en souffrent, parce qu'ils ne peuvent plus accoster au niveau, n'est-ce pas, de ce port-là. Voilà, c'est pour dire tout simplement qu'il y a, au-delà bien naturellement des dénonciations que nous faisons très souvent, il y a des réalités qui sont en face. Les ministres sont bien conscients, mais ils laissent faire. Voilà. Et ça c'est dommage, hein, franchement, mon cher Tamba. On parle de Kaporo Rai encore une fois ce matin, de possibles ennuis pour le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie. Jacques, comment dire, comment s'appelle notre ami Condé, la Junior Condé? Il doit se frotter les mains là, hein. Vas-y. Pourquoi écoutez, en revenant à ce sujet-là, il y a, vous avez vu les casses sauvages qu'il y a eu du côté de Kaporo Rai, aucune méthode, aucune intelligence derrière. On a dit cassons, on casse, on sait même pas ce qui va y être fait, on ne sait pas s'il y a eu des financements. La question de l'opportunité a été posée, on a posé la question de l'urgence, pourquoi est-ce que c'était nécessaire de se mettre à casser des bâtiments, mais la vérité qui sort de toutes les analyses et de toutes les observations, de tous les discours aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont acquis des domaines. Il y a des gens qui ont acquis des domaines et ça fait même l'objet d'un long débat ici dans ce studio où certains ont dit c'est l'État qui a vendu, ce qui est tout à fait normal. Mais où il faut également soutenir que cet État-là n'a pas nécessairement été concerné. C'est-à-dire que des gens ont agi au nom de l'État, mais les dividendes provenant de ces ventes-là, certainement, elles ne sont jamais parvenues à l'État guinéen. Parmi les noms qui circulent, et je me rappelle encore de Droit dans les yeux de Mohamed Ali avec le ministre Thierno Ousmane Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, l'actuel ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie. Alors, on lui posait la question de Kaporo Rai. Il faut rappeler que lorsque les casses s'opéraient, le ministre était chef de quartier.
Et la plupart des documents, pas la plupart, mais pas mal de documents d'achat de ces domaines-là, d'après les informations que nous avons, auraient sur eux la signature du ministre apposée. L'actuel ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes, de victimes aujourd'hui qui se sont rendues auprès de médias pour dénoncer cette situation-là, pour dire mais on nous demande de quitter, on casse nos biens, tous nos efforts sont détruits. Mais on se pose bien la question finalement de savoir que fait-on de ceux qui ont vendu. Oui. Alors on disait ici encore dans ce sujet, il fallait traquer ces vendeurs qui ont pris de l'argent de ces pauvres Guinéens et qui certainement ne l'ont pas déposé dans les caisses de l'État. Oui. Et le président de la République qui a lâché le morceau il y a quelques jours, vous vous rappelez, il a dit portez plainte contre ceux qui vous ont vendu ces domaines-là. Ouais, ces domaines-là. Le président de la République aura-t-il ainsi ouvert le boulevard à une série de plaintes qui vont concerner l'actuel ministre du Tourisme? C'est une question que l'on se pose et je trouve que elle mérite, elle vaut son pesant de moutarde, comme on dit, parce que ces gens sont en souffrance. Oui. Ils ont besoin d'avoir un responsable, l'État qui se dégage de toute responsabilité. C'est d'ailleurs ce qu'il faut souligner également au passage. Le président de la République, plutôt que de faire face également à la question de l'urgence humanitaire, il a préféré simplement dire portez plainte contre ceux qui vous ont vendu ces domaines-là. Et s'il faut porter plainte, il faudrait justement attendre des jours à venir que le ministre il vienne et qu'il s'explique sur cette situation-là. Ouais. Parce qu'on ne vend pas des domaines qui appartiennent à l'État. Ouais. Ça, c'est une vérité, c'est une exigence. Lorsqu'un cadre, un commis de l'État, à quelque niveau que ce soit, et d'ailleurs là, j'ai envie de dire, c'est un élu local. Les grandes gueules. Parce qu'il s'agit d'un chef de quartier à l'époque. Et donc, s'il s'est permis de faire cela, c'est tout à fait normal que des gens, des Guinéens qui sont aujourd'hui face à la machine de l'État demandent des comptes à ceux de qui ils ont obtenu des papiers et ces domaines de terre. Ouais. Et là, c'est une question, mais assez brûlante, qu'il va falloir mettre sur la table les jours à venir. Justement, je pense qu'il va falloir qu'on l'appelle ce matin pour essayer de comprendre. Ça part de vérité. Moi, j'aimerais quand même croire en la bonne foi du chef de l'État et en l'indépendance de la justice. Mais j'ai des griefs parce que récemment, rappelez-vous que des victimes sont allées à la justice se plaindre. Oui. Certaines d'entre elles avaient des documents. Certainement que des documents qui ont un lien peut-être avec le ministre en question. Ben, la justice a débouté ces victimes et d'ailleurs en les frappant d'une certaine amende à payer à l'État. Moi, je trouve que c'est quand même c'est comme si nous marchions sur nos têtes et que voilà, ce sont les pieds qui étaient à la place de la tête. Moi, je trouve que ça a déjà un goût amer et qui n'a pas fini d'être complètement consommé, avalé par les différentes victimes. Mais il faut jamais baisser les bras. Puisque c'est le chef de l'État qui l'a dit, ben, je demande aux victimes qui ont des preuves, qui ont des papiers authentiques, d'aller en justice et d'aller tenter également. Je sais une chose, c'est qu'il y a une sorte de justice, de vérité qui est en train d'être rendue, parce que vous vous rappelez certainement des querelles, de la bataille par médias interposés entre ce ministre et Dr Kouré Sekondé. Oui. Voilà, donc il y a énormément de choses. Il y a des choses il y a des choses. Souviens de voilà, ça. Souvenez-vous, il y a des choses qui ont été dites. Les grandes gueules. Mais le temps, c'est le véritable purgatoire des âmes damnées. Et ça finit toujours par vous rattraper. Il fait catholique ce matin. Amen, mon frère. Donc ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours le menteur. Et on peut pas quand même. Parce que non, mais il va falloir qu'on l'appelle ce matin. En question, c'est à lui de se défendre parce qu'il habite toujours le même quartier. Justement. C'est un voisin. Voilà, allez-y, mon cher Jacques. Allez-y, Jacques, pardon. Le ministre Thierno Ousmane donc était chef de quartier. Moi, ça a une leçon. C'est que si vous êtes responsable aujourd'hui, vous posez un acte dans l'avenir et bien évidemment, on peut, ça vous rattrape. Ça peut vous rattraper. Maintenant, ce qu'il y a derrière, c'est que si on prend un chef de quartier, il faut bien préciser qu'à l'époque, c'était des nommés locaux. Je dis que c'est le ministère de l'administration qui les nommait. Je crois que le chef de quartier donnait la possibilité d'accéder à la terre, mais il ne donnait pas toute la garantie. Ça veut dire que derrière
l'ancien chef de quartier Tierno Ousmane Diallo, il y a eu les cadres de l'habitat qui ont agi. Donc ce sont les cadres de l'habitat qui l'ont aidé à vendre, n'est-ce pas? À l'époque, les chefs de quartier étaient très forts, hein, par rapport à très maintenant. fort, de toutes les façons, mais les papiers, on ne pouvait pas tout avoir au niveau du conseil des quartiers. Parfaitement d'accord avec toi. Je crois qu'il y a les cadres de l'habitat qui ont aidé, n'est-ce pas, certaines personnes à obtenir ces terrains, ils avaient beaucoup de temps à obtenir des titres fonciers, à bâtir des maisons. Je pense qu'au-delà de l'ancien chef de quartier, il y a le ministre de l'époque qui doit être aussi poursuivi. Bien sûr, le chef de quartier, il doit répondre devant la justice, dire sa part des vérités comme on le dit, mais le ministre de l'époque, le ministre de l'Habitat, s'il n'a pas toutes ces informations, alors les cadres qui ont agi sous son autorité doivent, à mon avis, être interpellés aussi pour pouvoir donner, n'est-ce pas, des réponses aux questions qui vont leur être posées. Lui d'abord, parce que c'est lui qui a ses signatures apparemment sur les documents qui ont été fournis en premier lieu à ces habitants de Cap-au-Rail. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis à l'aise parce que dans cette histoire de Cap-au-Rail, on avait l'impression de dire aux gens les seuls fautifs sont ceux-là qui sont venus habiter là, ils sont venus, on les a appelés même à un moment donné occupation sauvage. Vous savez, on a utilisé toutes les terminologies, c'était comme des parias, mais comme le dit Moussa, ça commence à venir petit à petit. Vous savez, la vérité finit toujours par surgir, c'est ça. Et moi je vais dire une chose, je veux pas que les gens se découragent, même si les ministres aujourd'hui, même s'il est au cœur du pouvoir, même si c'est son qui parle, honnêtement parlant. Au-delà du fait qu'il parle, au-delà du fait qu'il parle, vous vous souvenez dans le cas Gouressi, dans la bataille Gouressi et lui, il avait parlé à l'époque, il avait tout nié à bloc les accusations qui étaient contre lui. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes accusations-là qui reviennent en surface. Et moi, je veux encourager les habitants de Cap-au-Rail qui ont été déguerpis de porter plainte, parce que même si c'est par contumace, ceux qui ont, oui, mais ils peuvent toujours mourir par crise cardiaque, etc. Comme on le dit d'ailleurs, hein, ça aussi on l'a dit, hein, on a dit que ceux qui ont vendu sont déjà morts, etc. Ok, ils sont déjà morts, mais une condamnation par contumace, nous, ça nous soulagerait parce que ça les ferait remuer dans leur tombe. Autant ça les ferait remuer dans leur tombe, autant leurs familles en prendront pour leur Graal. C'est important. Donc il faut encourager les familles. Tu en sais quoi? Je veux être un shaitan quand il s'agit de parler de Cap-au-Rail. Parce que la dernière fois je suis passé là, ça fait 2 fois que je passe là. J'ai l'impression, quand vous passez, j'ai l'impression de me trouver en Syrie. C'est-à-dire, en Syrie, en plein bombardement d'une ville syrienne. Tout est complètement détruit et les familles sont désolées. Vous voyez, les gens, quelques nostalgiques viennent encore s'arrêter en bordure de route. Imaginez, ah oui, hier j'étais là, je jouais sur ce mangui là. Donc c'est difficile à tenir. Donc, il faut encourager ces familles-là à porter plainte contre tous ceux qui à un moment donné ont posé leur acte, signature sur un quelconque document qui leur a permis de s'installer là. Et le ministre, apparemment, il l'a fait. Il se sent fort de son pouvoir aujourd'hui. Mais le président de la République va certes partir dans 2 ans ou dans 3-4 ans. L'affaire sera toujours pendante. Je dis où. J'ai bien utilisé le mot. D'accord. L'affaire sera toujours pendante. Ça glisse, hein. Non mais permettez-moi. L'affaire sera toujours pendante devant les juridictions. Ne ramenez pas la question au 3e mandat. Non, mais... C'est un débat important, c'est un débat social qui concerne des gens qui sont en souffrance en bas. D'accord. Moi je veux dire que la situation sera toujours pendante devant la justice et ça le rattrapera toujours. Un jour viendra où on aura une justice capable de dire la vérité et toutes ces personnes-là seront condamnées, même dans leur tombe, ils seront condamnés. Il est important de le souligner. Mais non, Obi, quand même. Quand même. Si. Alors, vous pensez que ces familles... Vous avez vu la petite fille qui a pris le gaz lacrymogène sur le visage du côté de Kipé 2? Vous avez vu cette image? Vous avez vu comment c'est terrible? Écoutez, on ne peut pas être insensible à des situations pareilles. Encore une fois, on a répété dans ce studio que l'État est bien sûr dans son droit de récupérer des domaines qui lui appartiennent, mais dans les règles de l'art. Oui. On ne peut pas quand même chasser comme si on rentrait dans un poulailler et on disait au poulet sortez parce que j'ai besoin de cet espace pour y mettre des brebis. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut créer un cadre. On l'a expliqué longuement et on continue à l'expliquer. Toutes ces familles sont parties où aujourd'hui? Sont dispersées à travers Conakry, dispersées à travers le pays. Ouais. On ne sait même
même plus où ils sont. Les enfants ne vont pas à l'école. Quelques écoles ont accueilli quelques enfants, mais pas tout le monde. Ce sont des familles désolées. Ce sont des gens, des pères de famille qui ont passé des années à économiser quelques miettes pour pouvoir se bâtir un logis. Même s'ils l'ont fait dans un endroit illégal, ce sont des citoyens guinéens. Il est de la responsabilité de l'État de créer les conditions de leur relogement avant de les déguerpir. Il y a les moyens pour ça. C'est pour ça qu'on appelle un État. Oui, c'est vrai. Allez, première scène ce matin. Allez-y, mon cher. Alors, ce propos de Roby ces propos de Roby et de Moussa Moïse tout à l'heure me rappellent un ouvrage assez intéressant. Enfin, le titre, en tout cas, que je trouve très très intéressant, c'est de Edwin Plenel de Mediapart, La victoire des vaincus. Alors, autant sur les questions environnementales, on parlait tout à l'heure des abords de mer, et maintenant on est en train de parler de cette situation de déguerpissement où des hommes en bonne position sociale se sont permis d'agir de leur propre chef, donner si vous voulez, donner des espaces à de pauvres citoyens. Aujourd'hui, ils sont en train de souffrir de cela. Il faudrait que l'on fasse en sorte que dans les mois, les années à venir, ceux qui se sentent forts aujourd'hui et qui en usent puissent eux-mêmes répondre de leurs actions. Et on ne doit pas s'arrêter, si cette opération se veut juste, on ne doit pas s'arrêter seulement au cas de Kapororaï. Parce qu'au-delà de Kapororaï, il y a Kamaen, vous savez, aux abords de l'endroit où il y a le restaurant, je sais plus comment il s'appelle, à côté de comment ça s'appelle? Ah non, à côté de l'hôtel, avant d'arriver à l'hôtel Kaloum, il y a un restaurant, le Loft. Donc autour du Loft, par exemple, ce sont des domaines qui ont appartenu à l'État. On s'est débrouillé à les sortir de ce domaine. Autour de l'aéroport également, c'est la même chose. La SIG Madina, il faudrait que l'on fasse un effort, que tout ce qui appartient, absolument. Et il faut dire, et c'est une information que j'ai eue dernièrement, sous Sékou Touré, la mine Guirassi, on s'est débrouillé pour que tous les corps de métiers qui forment l'administration aient des cités où loger. Il y avait des cités comme ça pour tous les corps. Il y avait des médecins, il y avait des enseignants, ainsi de suite, il y en avait. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et puis, on m'a raconté la belle époque où on avait un hôtel comme ça se fait dans tous les grands aéroports de pays dignes, c'est-à-dire des hôtels de proximité. Même la Guinée avait son hôtel aux abords de l'aéroport Conakry-Bessia. Et donc, finalement, on a tout revendu. On a tout revendu. Et ça, c'est d'ailleurs autour du siège actuel du RPG Arc-en-Ciel du côté de Béanzin, là-bas à Bessia. C'est autour de là qu'il y avait cet hôtel-là. Où c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Où sont partis tous ces domaines-là? On a fait l'effort on a tout fait pour revendre, je ne me rappelle plus le nom, mais on a tout fait pour les revendre à des particuliers. Après les cas Kapororaï équipés 2, il faut quand même se décider à aller prendre partout où on a donné des domaines à des particuliers, fussent-ils forts ou autres, il faut qu'ils rendent à l'État ce qui lui est dû. Allez-y, Jacques. Oui, aujourd'hui, je crois que la dernière fois, nous avons vu le ministre sur le terrain d'une opération de sensibilisation pour ces cas pareils. Parce qu'on a vu que par le passé, ce sont des chefs de quartier qui ont agi avec les coutumiers pour donner le domaine de l'État aux Guinéens. Pour dire quoi? Il est dans une opération d'identification. Voilà, d'identification ou disons de précision des domaines de l'État dans les communes. On l'a vu à Matam, on l'a vu à Kaloum et à Dixine. Le problème aujourd'hui, c'est ce qui va se passer après. Parce que ce qui s'est passé à Kapororaï, je crois, il y a un certain nombre de choses qui a déjà été dit. Il y a d'autres aussi qui ont signalé. Peut-être que si le domaine avait été protégé par l'État, quelle que soit à l'époque la volonté d'un chef de quartier ou d'un cadre de l'habitat de vendre, je crois qu'il y aurait quelque chose déjà qui l'indiquait. Et est-ce que déjà on peut songer pour le futur à protéger l'ensemble des domaines de l'État? D'autres l'ont déjà dit, il y en a plein. On nous parle de la SIG Madina, on nous parle de la casse. Il y a beaucoup d'autres domaines de l'État. Il me semble qu'aujourd'hui, au-delà de Kapororaï, parce que si on s'arrête à Kapororaï, les gens peuvent avoir toutes les interprétations. Mais oui, mais c'est normal. Il faut que pour une fois... Justement.
pour que pour une fois que l'État récupère tout ce qui lui revient, comme ça, je pense... Où est l'urgence? Où est l'urgence? Il n'y a pas d'urgence. C'est ça. Il n'y avait pas d'urgence pour Caporal. Justement, je ne suis pas... Je ne suis pas de nature à tomber... Il n'y a pas d'urgence. Je ne suis pas de nature à tomber aussi rapidement dans les discours exsangues qui portent sur la stigmatisation, l'ethnie, la religion, la région même. Mais si ça ne se limite qu'à Kaporo, je tomberai dans ce genre de discours. Je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr, parce que ce ne sont pas des sous-Guinéens quand même. C'est clair. S'il ne se limite qu'à Kaporo, cassé en 98, cassé en 2019, si l'État n'a de marteau, de pelle, de bulldozer, de caterpillar que pour Kaporo, eh bien je tomberai dans ces discours que je repugne, que je rejette, parce que tout simplement l'État aura prouvé qu'il n'y a pas d'autres domaines publics à récupérer. Ils n'iront nulle part. Qu'il n'y a pas d'autres domaines publics à récupérer que des domaines situés dans cette commune et du côté de Kaporo. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est tout le monde qui en pâtit. Je suis d'accord. C'est tout le monde qui en pâtit. Ce ne sont pas des sous-Guinéens. Un État qui casse doit être champion dans la politique de l'habitat social. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on a comme résultat en matière d'habitat social? Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Quels sont les rien. On nous vend du rêve. Qu'est-ce qu'on nous a présenté du côté de Caporal? Tous les grandes gueules qu'on a cassés. On va pas me dire qu'on va les reconstruire en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Pour le moment, on a fait que casser, mais ils vont y mettre quoi? Ils n'ont rien dit aux gens. L'État récupère un domaine quand il y a nécessité publique et urgence. Lorsqu'il y a une population locale qui habite là, l'État décide par exemple de venir bâtir une école ou un hôpital ou un stade ou je ne sais quoi de public. Vous venez, vous réquisitionnez, vous dédommagez les gens, vous les dégagez dans le périmètre nécessaire. Les grandes gueules. Dans le périmètre nécessaire au projet, vous dégagez les gens là et vous faites soulever le projet automatiquement. Au moins ça ne crée pas de frustration. Mais vous venez comme ça. Vous dégagez sur des kilomètres et des kilomètres des gens, et après ça reste comme ça. On dit qu'on veut faire joli, mais regardez là-bas, un étranger qui viendrait, qui survolerait Conakry, croirait que Conakry sort de guerre. Tellement Caporal, ça ressemble à une zone de guerre, à une zone de bombardement, etc. Je pense que c'est pas normal. Mais oui, mais vous riez, mais vous avez fait Non, mais attendez, mais ce qui me fait rire, mon cher Obi, j'ai l'impression que ce sont pas des caterpillars qui sont passés là. Il est irresponsable, parce qu'on l'a appelé tout de suite, là, il dit que c'est pas son numéro. Un ministre qui ment, pourtant c'est de la folie. Pourtant c'est son numéro. Ben oui, c'est son numéro. Il dit à l'antenne que c'est pas son numéro. C'est son numéro par 2 fois, ça a été le même 664 0. Quand même. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.